Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Seb, mais également d'Arthur et de Romain du studio français Amplitude qui a sorti là tout récemment un jeu qui s'appelle Dungeon of the Endless. Il s'agit d'un roguelike Dungeon Defense. Bienvenue dans Extra Life. Donc du coup Arthur, tu es game designer sur Dungeon of the Endless, Romain tu es directeur créatif, on t'avait déjà reçu dans un précédent Extra Life consacré à Endless Space, je crois que tu avais participé également à cette émission. Et donc est-ce que tu peux commencer par nous dire... Non, tiens, Seb, est-ce que tu peux nous faire le pitch de Dungeon of the Endless? Il s'agit de quel type de jeu exactement? Alors, Dungeon of the Endless, c'est un mix, donc c'est un roguelike, c'est-à-dire un jeu où tu ne peux pas sauvegarder, où tu vas faire une aventure. Bon, en solo, tu peux quand même quitter et reprendre, mais tu meurs, et voilà. Et tu vas recommencer. C'est des aventures pas forcément très longues, mais où il y a des gros défis et des modes de difficulté qui se débloquent. Et les niveaux sont générés aléatoirement aussi? Ouais. Et il y a des petits mix dans le sens où t'as un petit côté tower defense, tu peux poser des tourelles. T'as un côté investissement contre retour qu'il faut gérer qui est très très tendu et parce que tu vas avoir des vagues d'ennemis qui arrivent, il faut t'en débarrasser mais tout seul tu peux pas y arriver donc il faut compter sur tes gentilles tourelles. Ok. Amplitude jusqu'à maintenant était plutôt un studio spécialisé, si je dis pas de bêtises, dans le 4X. Oui. Qu'est-ce qui vous a mené à développer ce projet en particulier? Il a été initié il y a combien de temps, sachant que c'est un projet qui est passé par l'étape Early Access, accès anticipé. Donc on pourra, voilà, exactement, et donc on pourra en parler également. Alors, nous en fait, 4X c'était le premier jeu qu'on a fait, donc était Endless Space, Endless Legend qui vient de sortir, aussi un 4X, mais on est surtout des fans de stratégie. De manière globale en fait, et c'est vrai que voilà, la stratégie ça peut aller assez loin, tu peux étendre ça assez loin quand même, et pour nous ce qu'on vient de sortir là c'est aussi un jeu de stratégie. Alors après voilà, c'est un jeu de tower defense, de survival, de ce que tu veux, on peut lui donner plein de qualificatifs, d'ailleurs on a toujours du mal à vraiment mettre une catégorie dessus, donc en général on met beaucoup de noms qui succèdent, on se dit voilà c'est à peu près ça, donc voilà, et donc ça c'est vrai que ça a commencé il y a 2 ans, parce on était à fond sur Legend, et en même temps, on se disait, tiens, mais on jouait à d'autres jeux, et à l'époque, il y avait toute une vague de roguelike. C'était un peu la grande vague, et on se disait, mais oh là là, mais moi, je faisais un roguelike, j'aimerais bien le faire comme ci, comme ça. Et donc, il y a quelques mots qui venaient, quelques concepts qui ressortaient, et notamment, c'était, j'adorerais faire un roguelike où, quand je découvre le donjon, je me l'approprie, et après, je le défends contre ses précédents occupants. C'était le premier truc, et là, ça commençait une soirée un petit peu alcoolisée, machin, voilà. Et tout d'un coup, on a eu trop envie de travailler dessus, trop envie de le faire. Et en fait, après cette soirée alcoolisée, voilà, on s'est retrouvés 2 jours plus tard. Il y en avait qui avaient déjà commencé à faire un proto, il y en avait qui avaient déjà commencé, voilà, à faire un design. Enfin bon, voilà. Donc c'est vraiment, on était tous restés scotchés dessus pendant 2 jours discrètement, chacun dans son coin, en fait. Et en fait, on n'avait qu'une envie, c'était de travailler dessus, quoi. Donc voilà. Donc en fait, 2 jours plus tard encore, on a présenté ça à Mathieu, une petite boîte, donc ça va vite. Et qui était à bloc dessus, et en gros quelques mois plus tard on a recruté quelques personnes pour nous aider à faire ce jeu, et voilà. Et donc par contre il y avait d'autres choses qu'on voulait faire, parce que c'est vrai que quand on regarde un peu les styles des jeux, etc., on savait qu'on n'allait pas faire un jeu en pleine 3D, parce que le gros de nos ressources était quand même sur Legend, donc on voulait faire un jeu qui soit plus réalisable, mais en même temps on voulait vraiment que ce soit beau, et que ce soit vraiment que ça donne envie juste de regarder, quoi. Et alors du coup on partait sur le pixel art, mais en même temps voilà, on trouvait qu'un peu tous les jeux pixel art se ressemblaient. On avait vraiment envie d'amener un petit peu de neuf et de nouveau là-dedans. On disait on va essayer de mélanger 3D pixel art, en faire une sorte de 3D déguisé, caché un peu derrière le pixel art, mais pour donner un peu plus de vie, de relief, de couleur. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu as des personnages, des décors en pixel art, mais tu as tout un système de lumière derrière, de brume qui se balade, d'effets spéciaux, en fait, plus des belles animations qui font que, du coup, ça donne un certain style au jeu. Et c'est ce que je disais juste un petit peu avant cette émission. C'est vrai que moi, pour le jeu vidéo, c'est un truc qui... c'est quasiment une étape obligatoire. Au-delà même du gameplay, il faut que la direction artistique me plaise, sinon j'ai énormément de mal à rentrer dedans. Donc par exemple, tout con, je suis fan de Zelda, mais le dernier Zelda sur 3DS, j'ai eu un mal fou parce que la DA me plaisait pas plus que ça. Je trouvais ça passe partout, pas terrible. Et là, Dungeon of the Endless, là tu regardes tout de suite la première vidéo, t'es là, ok, c'est super beau, j'ai envie d'y jouer.
Donc ça fait plaisir. Et du coup, vous avez travaillé avec qui pour la partie graphique? Parce qu'il me semble que c'est quelqu'un qu'on connaît à No Life. Exactement. Alors déjà, on a le directeur artistique, c'est Corinne Billon, et voilà, qui est vraiment une vétéran du jeu vidéo, et voilà, qui a travaillé sur de très beaux jeux à Ubisoft sur tous nos jeux, et qui nous a permis de recruter en fait quelqu'un qui est juste absolument génial, donc Simon Perrin, et voilà, qui est quelqu'un qui la ramène pas, c'est juste un génie du pixel. Et c'est jamais lui qui te le dira, dire je fais des petits pixels. Simon Perrin, les frères Perrin. Voilà, donc Sorbier, pas mal d'excellents jeux sur. Il a fait la musique du nouveau générique de La Tour Magique. Il était à la soirée spéciale La Tour Magique, la soirée cachée. Et donc voilà, il manie le pixel sur The Legend of the Endless. Voilà, tu le demandes, tu dis ouais. Tu peux le voir dessiner, tu te mets derrière lui, il est là sur sa palette et tu vois en 3 pixels, ce qui est extraordinaire, c'est vraiment, il a besoin de 3 pixels pour exprimer une émotion sur un visage. Il a fait un petit chien par exemple, tu vois toutes les émotions du chien alors que le chien fait 4 pixels de large. C'est extraordinaire à regarder travailler Simon. On est très heureux d'avoir travaillé. C'est incroyable. Ça, c'est la marque des grands. C'est vrai que c'est un truc qui a été saisissant. Je pensais, tu parles de petits pixels de détails sur les visages. Moi, c'était Monkey Island 2 qui était super pixelisé. C'était pas le plus pixelisé. Hein. Loin de là. Il y avait des jeux encore plus vieux. Mais avec une sorte de petite bouillie comme ça, ils arrivaient à faire passer des émotions extrêmement subtiles. Et de retrouver ça aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est dans les animations, où parfois un changement de couleur sur un pixel à un moment donné. Ça joue à très peu de choses, mais c'est vraiment un art à part entière. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment fan de ça, qui adore ça, et c'est pas quelqu'un qui essaye de faire ça pour s'amuser, quoi. C'est juste pas pour la mode non plus. Voilà, ça, vraiment. Il a toujours aimé ça. C'est un peu comme si on parlait à un peintre impressionniste. Lui, il envisage comme ça son tableau, et c'est pareil. Il faut regarder les sprites, par exemple, des personnages. Quand on les décompose frame par frame, on se rend compte qu'un mouvement, c'est vraiment pas juste un bras qui est collé comme ça, qui fait ce mouvement-là. Il va mettre une impression de vitesse alors qu'il a 3 pixels pour le faire, mais le corps va complètement se déformer pendant une demi-seconde et ça va donner un effet de dynamique dans le sprite qui est extraordinaire, quoi. Donc, Alors, pour revenir au jeu même, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que là, le jeu est sorti, voilà, on y joue, on est en train de, voilà, et donc c'est passé par la case financement participatif, Early Access, et apparemment le jeu a beaucoup évolué depuis la mise en Early Access jusqu'à la sortie finale, mais beaucoup. Ouais. Comment ça s'est passé exactement ? Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour prendre mon cas, tous les matins, en arrivant au boulot, ma matinée, elle commence par lire tous les messages des forums. C'est un travail qui prend beaucoup de temps, donc il faut prévoir dans la production. Mais tous les messages qui sont mis sur nos forums, sur les forums de Steam, passent au moins par une personne de l'équipe, voire plusieurs, suivant à qui ça s'adresse. Et du coup, vraiment, on est au courant au quotidien de ce qui remonte des joueurs. Et quand on game design un jeu comme celui-là, qui a la chance de pouvoir être recommencé, et pouvoir, les joueurs peuvent le répéter vraiment pour voir chaque stratégie, etc. Mais parce que tu meurs beaucoup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc comme tu meurs souvent, tu vas souvent recommencer et essayer de nouvelles choses. Et donc c'est une aide formidable en design, par exemple, pour tester quelque chose. On leur dit, bon, bah, dans le nouveau patch, vous pouvez essayer de faire ça. Et ils vont tout de suite nous venir avec des feedbacks. Ça va pas, ça c'est une stratégie gagnante. Si à chaque fois que je le fais, j'y arrive. Donc va falloir raboter, etc. Et donc c'est une force incroyable qu'est l'Early Access. Ce qui nous permet vraiment, au moment de la sortie du jeu, d'avoir atteint les attentes du joueur, parce qu'on a passé là presque une année à leur demander sur chaque modification ce qu'ils en pensaient, quoi. Et alors par rapport au prototype Early Access et au jeu final, qu'est-ce qui est très différent ? Alors déjà, le jeu, il y a beaucoup plus de features, beaucoup plus de choses à faire dans le jeu déjà concrètement, parce que nous on avait d'abord voulu faire le cœur du jeu, donc avant de sortir l'Early Access, il y avait vraiment la boucle de jeu qui était là, mais il manquait tout ce qui allait amener la diversité, tout ce qui allait amener des niveaux supérieurs de choix après d'une partie sur l'autre, faire que si tu fais telle décision stratégique, ça va t'emmener dans une autre partie, etc. Et tout ça, on l'a fait grâce aux propositions des joueurs, et on leur a aussi proposé des choses, ils ont voté pour différentes fonctionnalités. Donc on a amené la science, par exemple, le fait de pouvoir rechercher des nouveaux types de modules. Ah oui, jusque-là. Voilà, et surtout, l'une des énormes grosses features qu'ils nous ont demandé et que nous, on n'avait pas prévu, c'était le multijoueur, de pouvoir jouer en coopération à Donjon. Et dès qu'on leur a donné le jeu en main, il y a tout de suite eu
voilà, un flot de joueurs qui nous ont dit mais nous on va être dans ce donjon, c'est tellement dur qu'on va être à plusieurs pour être face à ce danger quoi. Donc ils sont tout de suite arrivés avec ça. Je précise que c'est un jeu dans lequel on peut mettre pause à tout moment, on peut réfléchir à ses choix, mais bien sûr, comme dans tout jeu oppressant avec des gros enjeux, à plusieurs c'est plus rigolo. Ouais. Et surtout qu'on peut plus mettre en pause du coup à plusieurs. Et oui, c'est ça la différence, c'est que du coup le multijoueur va être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus rapide parce que il va falloir prendre des décisions avant que les autres camarades le fassent. Dire attends, je suis pas venu réparer, t'as relancé la voilà, porte, exactement. Donc là c'est en échange d'avoir moins de choses à faire, parce qu'en multijoueur on contrôle un héros ou des fois deux, des fois trois, mais la plupart du temps on n'en contrôle qu'un seul et puis c'est les amis qui font les trois autres. Donc on a un peu moins de choses à faire au sein vraiment du jeu, mais comme il faut faire toute la coordination entre les joueurs, bah là ça fait largement de quoi faire une partie quoi. Oui, parce que du coup en solo, donc on peut diriger une équipe de 4 personnages. Au début, je crois que lorsqu'on lance sa partie, on en a 2. C'est ça. Ensuite, voilà. suivant les modes. Et derrière, donc, on peut jouer à 4 en coop, donc en ligne, en local. En ligne. En ligne, ok. Est-ce que vous envisagez le local ou non, ça va être trop compliqué? Non, pas particulièrement. Enfin, c'est vrai que nous, de manière globale, c'est pas un peu plus que ça. Okay. Est-ce que vous pouvez donner des petits chiffres juste pour l'early access? Ça a été téléchargé combien de fois? Vous savez ça? C'est pas des trucs qu'on a trop annoncés, mais ouais. J'étais curieux de voir s'il y avait beaucoup de matière à gérer, tu vois. Ça a eu beaucoup de succès. C'est un gros succès. Okay. Et en tout cas aujourd'hui, on est à plus de 100 000 joueurs, donc après la release. Et non, c'est assez énorme en fait. C'est un petit jeu qui marche vraiment bien et on s'attendait pas aussi à tant de succès. Et il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est vrai que ça fait partie de l'identité visuelle et puis même du gameplay du jeu, c'est ce concept d'ouvrir des mini-zones comme des mini-rooms à chaque fois et donc au bout d'un moment ça te fait tout un arbre, quoi, un tableau, mais tu avances vraiment de pièce en pièce. Alors, il n'y a pas de fog of war. Voilà. C'est là et chaque pièce, donc tu peux la protéger avec des petites tourelles, avec plein de trucs. Parce que en fait, à chaque fois que tu ouvres une porte, c'est là où tu déclenches un tour dans le jeu. Voilà. T'es pas, quand tu joues du moins tout seul, t'es pas stressé. Tu peux réfléchir, tu peux faire balader tes persos dans toutes les pièces que tu as déjà ouvertes. Alors, rien ne se passe. Ce qui va se passer, par contre, c'est quand tu ouvres une porte. Parce que quand tu ouvres une porte, un tour se déroule. Et donc, si tu connais pas l'histoire, vous êtes un groupe d'aventuriers ou de criminels. Écrasé sur une planète, à l'intérieur d'un donjon, hasard, malheureux, parce que maintenant il faut remonter. Il faut remonter et jusqu'au niveau 12, en commençant au niveau 1. Et le seul atout que vous avez, c'est le cristal du vaisseau qui reste encore capable de créer l'énergie pour alimenter les pièces. Et donc, il va falloir essayer de trouver la sortie de chaque niveau en allant ouvrir les pièces, en sachant qu'il y a des monstres à l'intérieur de ce donjon, des créatures. Pour les illuminer, les pièces, il faut, je crois, un matériau spécial en plus. En fait, c'est le cristal lui-même qui va pouvoir l'illuminer, à condition que tu l'alimentes en ressources. Okay. Donc la fameuse brume qu'on récolte dans les pièces ou en tuant les ennemis. Et en fait, tu peux pas alimenter forcément toutes les pièces, tu vois. T'as pas assez de brume pour ça. D'accord. Et pour pouvoir mettre des tourelles fonctionnelles dans une pièce, ou des tourelles de ressources aussi, il faut qu'elles soient alimentées. Donc et quand tu ouvres une porte, s'il y a des pièces qui sont dans le noir, elles peuvent créer des vagues d'ennemis. Alors, tout le jeu de l'équilibre, c'est arriver à explorer dans une branche précise, en essayant d'alimenter les pièces, en optimisant les gains en ressources par ouverture de pièces, en gérant les vagues d'ennemis qui arrivent, et des fois, c'est des vagues d'ennemis que tu peux créer volontairement pour récolter plus de brume en retour, mais il faut être sûr de pouvoir les gérer. Tu peux essayer d'aller explorer complètement une branche du labyrinthe pour tout l'éclairer, pour plus avoir à t'en occuper, parce que quand c'est éclairé, des ennemis n'apparaissent pas dedans. Okay. Donc ça peut libérer tes persos pour aller gérer d'autres branches. Et chaque fois que tu poses une tourelle, ça coûte des ressources. Tu veux faire des recherches en sciences, ça coûte des ressources en sciences. Tu veux faire leveler tes héros, ça coûte des ressources en nourriture, ou les soigner même aussi. Du coup, il faut bien gérer, est-ce que je mets une tourelle en plus, ou est-ce que je garde ça pour la soif plus tard, pour le niveau d'après, ou peut-être j'aurai moins de ressources un coup dur. Tu peux aussi, faut plus investir sur tes héros, les faire progresser, parce que tu es plutôt quelqu'un qui aime être mobile, ou tu préfères investir sur tes défenses et ta production. Parce que tu as un paquet de héros différents qui ont des capacités différentes, des inventaires différents. Il y a pas mal de saveurs en fait dans les héros dans le jeu. C'est ça qui est rigolo. Je disais criminel ou héros parce qu'il y a des factions et des possibilités de leveling un peu différentes. C'est un peu toute l'histoire aussi du fond que tu découvres petit à petit, puisqu'ils ont tous une histoire commune en fait à passer.
Et ça, voilà, on essaie de rajouter un petit peu, pour donner envie un petit peu, tu vois, d'avancer, de savoir qui sont ces personnes, quelles sont les histoires qui sont entre eux. Il y a des liens scénaristiques avec Pitch Black, ça me pensait à Pitch Black, non? Non? Je sais pas, non, je sais pas. Vous voyez ce que c'est, Pitch Black? Non, du coup. C'est un film de survie, voilà, c'est le premier Riddick. Mais premier Riddick. Donc le vaisseau s'écrase, genre tu sais pas qui c'est, tu es criminel dangereux, ensuite un flic, c'est pas un flic, et tout, t'apprends les personnages. Il y a un peu ce genre de trucs complètement, ouais. C'est une troupe de baroudeurs un peu qui essayent de survivre, quoi. Voilà, ils s'unissent, mais bon, on sait que jusqu'à quand, ça, c'est la question. Par exemple, tu vas avoir dans Dungeon of the Endless, tu vas avoir des champions, des héros qui sont très lents mais costauds, qui vont équiper des machine guns, tu vois, le Schwarzenegger typique. Et à côté de ça, samouraï robot un peu rapide qui va se balader, qui lui va avoir des capacités, pas se faire retarder par les monstres. Tu vas l'envoyer ouvrir un truc loin pour revenir vite avec les autres et la sécurité. Et nous, justement, le jeu est généré aléatoirement au niveau de plusieurs choses, le donjon entre autres, les recherches qu'on va pouvoir faire donc pour forcer le joueur à faire des stratégies différentes. Mais les héros, on s'est posé la question, est-ce qu'on les génère ou est-ce qu'on les crée vraiment nous? Et c'est vrai que pour que les joueurs s'attachent et pour qu'ils commencent partie après partie à apprendre chaque héros comment il se joue, on a décidé vraiment de leur donner une personnalité, de leur donner des compétences spécifiques, et une histoire, et des liens avec les autres. Et donc c'est pour ça que ces héros sont fixes et que petit à petit le joueur d'une mort à l'autre va les débloquer jusqu'à pouvoir comprendre un peu toute la palette et toute l'histoire qui les relie. Puis le petit album derrière qui te rappelle un peu tout ça. Et alors ce qui est marrant, c'est que... Il y a combien de persos en tout? 18, ouais, c'est 18. ça. On les débloque comment dans le jeu? Juste pour donner des petites indications. Tu les trouves. Ah, déjà, il faut les trouver, mais après, en plus, il faut les faire survivre assez longtemps, jusqu'à 3 niveaux avec eux avant de pouvoir les utiliser au début de partie. Puisqu'après, une fois débloqués, on peut les prendre dès le départ. C'est une bonne idée. Ah bah c'est la base, de toute façon. Il faut savoir, Thierry, que quand tu joues à Dungeon of the Endless, tu te bats contre les designers des jeux, en quelque sorte, et tu en viens parfois à penser que ils sont vraiment un petit peu pervers. C'est pas... Mais... Voilà. Est-ce que c'était dur justement gérer cet équilibrage de manière à pas frustrer le joueur, mais à le challenger tout de même? Tout à fait, ouais. C'est jamais fini, ça, ce genre de truc. ouais, c'est tout le temps ouais. en mode. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est qu'en général, les joueurs, pas tous, mais souvent quand ils viennent sur ce jeu-là, ils s'y attendent. Ils ont envie que leur fasse mal. Donc tant mieux, tu vois, tant mieux. Parfois, t'as un pauvre joueur qui est paumé là-dedans et qui s'attendait pas et qui hurle en disant mais quels sont ces cons qui ont fait ça, quoi, tu vois, voilà. L'avantage, souvent, c'est la communauté qui lui répond. On n'a même pas besoin de le faire. Non, mais en fait, quand tu progresses dans le donjon, que tu remontes, l'arrangement même des salles peuvent faire... Enfin, t'as plein d'évolutions de la difficulté. T'as des créatures qui deviennent plus difficiles. Au départ, elles méprisaient tes tourelles, elles se faisaient canarder. Ensuite, elles commencent à s'attaquer en priorité à tes tourelles. Voilà, mes investissements. Et puis après, c'est même le layout, le fait que la brume pour éclairer les salles soit de plus en plus rare, qui fait que il faut que tu apprennes en fait, il faut que tu meurs, il faut que tu joues, et c'est en jouant que tu deviens meilleur, que petit à petit que tu t'affines et que tu vas maîtriser le jeu. Je pense qu'on le voit dans les deux difficultés qui sont proposées, qui sont faciles et trop faciles. En réalité, facile, c'est assez dur. Et en fait, quand tu termines au moins une première fois en fait, c'est du teasing. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres difficultés à débloquer derrière. C'est les deux difficultés. Donc, ça s'appelle facile et trop facile. Il y a un piège. C'est ça. C'est déjà... Voilà. Et en fait, quand tu termines au moins une première fois, après, tu débloques d'autres modes de jeu. Ouais. Et qui sont des défis, en fait, c'est représenté par la capsule avec laquelle tu t'écrases sur la planète au début du jeu. Tu peux avoir des défis qui changent les règles. Donc, où tu peux plus te soigner, mais tu régénères plus vite, ou tu peux ressusciter les héros. Alors que normalement, tu les perds, quoi. Il y a surtout des handicaps et quelques avantages, mais quand même, comme c'est des modes de jeu plus difficiles, c'est... Mais c'est intéressant parce que ça te force à jouer différemment, quoi. C'est pas juste voilà, Ouais. tout d'un coup tu découvres tout d'un coup une autre façon de jouer le jeu et d'autres stratégies à adapter, voilà. Avec les mêmes éléments qui sont redispatchés, Ouais. on va dire. Tu te retrouves à devoir, par exemple, ne plus du tout compter sur tes tourelles, ou alors au contraire, plus compter sur les héros parce qu'ils sont devenus ultra faibles, mais par contre ils sont super rapides et ils peuvent réparer toutes les tourelles. Enfin, on force comme ça le joueur à essayer de repenser ses stratégies une fois qu'il a bien maîtrisé le jeu par défaut, quoi. D'accord. Toi, en termes de game design, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes sur ce titre? Le truc où il a fallu vraiment te prendre la tête. Bah, je pense effectivement la difficulté c'est quelque chose de difficile à gérer parce que de toute façon pour créer le jeu on doit mettre le joueur devant un challenge sinon il n'y a pas de jeu. Mais quand le jeu il est là pour j'allais dire enfoncer le joueur mais ce serait peut-être un peu exagéré mais disons il faut arriver à créer le sentiment
de difficulté, mais sans être injuste. Et ça c'est difficile, parce que si jamais tu veux le faire mourir, bon, c'est très simple, t'envoies plein de monstres et puis c'est fini. Mais si jamais il se fait juste raser par les monstres et qu'il avait de toute façon aucune manière de réussir, il va pas vouloir recommencer sa partie. Donc il va falloir trouver cet équilibre subtil qui n'est pas le même pour tous les joueurs. Pour que la douleur soit agréable. Voilà. Et qu'il apprenne de sa mort. Voilà, c'est ça, exactement. Il faut qu'il apprenne de sa mort. Il faut que tu puisses te dire, la prochaine fois, j'y arriverai. Voilà, parce que je ferai différemment. Et ça, ouais. C'est intelligent, ça demande beaucoup de temps. Passé, voilà, c'est vrai que c'est un peu... Et les retours des joueurs, pour ça, c'est extraordinaire. C'est parce que tout seul, comme je le dis, la difficulté, elle est différente pour chaque personne. On la ressent pas de la même manière, donc quand tu peux faire tester ça directement aux joueurs et qu'ils disent bah là c'était juste injuste, quand ces 3 monstres là sont ensemble, ils créent un combo, on ne peut juste pas le passer. C'est quelque chose de très difficile à tester quand je suis tout seul en game design, pour tester toutes les combinaisons, etc. C'est extrêmement difficile, et d'avoir la communauté à portée de main, c'est super pour ça. C'est pour ça que nous, c'est important d'autoriser tous les membres de l'équipe de pouvoir communiquer avec la communauté, quoi. Et c'est vrai que ça change quand tu viens de gros studios, de gros éditeurs où t'as aucune communication entre l'équipe et le truc, c'est des intermédiaires, quoi. Donc qu'il y a une sorte de téléphone arabe qui se passe en chemin, et tout d'un coup il y a une transformation de ce que tu vas dire, où on enlève tous les mots un petit peu clés pour que ce soit hyper adulcoré, et du coup il n'y a aucune information, tu vois. Là, ce qui est bien, c'est que tu as un vrai échange, et quand tu te fais insulter par un mec parce que tu as fait un truc un peu pourri, voilà, tu le prends en direct, tu le corriges, tu dis que désolé, voilà. Mais il y a un vrai dialogue qui s'installe, et tu te sens hyper responsabilisé vis-à-vis d'eux, quoi. T'es pas trop loin en disant je m'en fous, moi je fais mon montage, je pars à 6 heures, tu vois, c'est fait quoi, tu vois. Après, à l'inverse, tu as aussi des barrières qui sont mises justement pour protéger les développeurs des certaines critiques un peu toxiques. Enfin, faut dire, si tu te fais harceler par des gens un peu bizarres à longueur de journée. C'est pas l'individu qui sera protégé, c'est la boîte complète. C'est-à-dire qu'on va essayer de sortir cette personne de notre communauté si vraiment c'est un psychopathe. Mais on a eu 3 voilà, c'est ça. sur 100 000. Donc, c'est vraiment génial, parce que la communauté elle-même se régule. Si jamais il y a quelqu'un qui commence à dire des choses contre le studio qui sont irréalistes, enfin qui sont fausses, c'est la communauté elle-même qui va nous défendre. On n'a même pas besoin d'intervenir, et du coup ça calme l'individu toute seule, quoi. Donc ça, ça marche très bien, je pense. Vous envisagez comment, du coup, là, un petit peu la suite pour ce jeu? Est-ce que vous allez rajouter des choses? Est-ce que vous allez continuer à le faire évoluer? Parce que et à quel niveau? Quelle direction? La difficulté, non, je rigole. Plus dur, encore. Non, là, c'est vrai que... Il va y avoir le mode normal, oui. On y pense. Non, c'est trop dur. C'est ce sens-là. Non, là, par exemple, Arthur était encore en train de bosser dessus, comme si le jeu finalement continuait de la même façon qu'avant. C'est-à-dire que pour nous, la release, c'est qu'à un moment on dit finalement c'est juste destiné finalement aux journalistes, où tu dis ben voilà, vous avez le droit maintenant de mettre une note dessus. Tu vois, mais en termes de production, pas une grosse différence. Bon, il y a peut-être un gros coup de stress du coup les 2 semaines avant, parce que tu dis putain, il y a quand même un mec qui va mettre une note dessus, donc tu vois, tu finis jusqu'à minuit et tu commences à 6h du mat, mais à part ça, il n'y a pas une grosse différence. Donc là, voilà, c'est quand ils ont repris des horaires normaux, quasiment normaux, mais voilà, mais c'est et du coup on a toujours la même liste de priorités, de choses qui passent. En fait, pendant toute la phase de l'access, on a pris en compte tous les feedbacks des joueurs et on les a listés pour bien qu'ils voient qu'on les lisait, et puis on leur a donné, voilà, on les a classés suivant ce qui nous était faisable pour la release, ce que on allait faire après, etc. Donc cette liste, on a montré au fur et à mesure qu'on implémentait les choses. Et puis maintenant, on continue, on dit, y a pas de souci, ça reste encore une de nos priorités, on a envie d'aller plus loin là-bas. Et puis de toute façon, on va aussi rajouter aussi du contenu, de la diversité, et puis il y a des grosses features qu'on ne pouvait pas se permettre jusqu'à la release, parce que nous, ça rentrait pas vraiment dans notre le cœur du jeu qu'on voulait créer. Mais par contre, pourquoi pas après imaginer un peu des choses qui vont diversifier l'expérience, quoi. Le jeu est disponible sur donc PC, Mac et Linux. PC, Mac. Linux, ça arrive. Linux, on a une version en cours. Vous avez des idées de portage console ou pas du tout? Oui, non, là en fait on a annoncé il y a pas longtemps qu'on faisait sur Xbox One. Donc voilà. C'est tout. Okay. C'est tout parce qu'on n'a pas eu de réponse d'autres Sony. Donc voilà. Si vous voyez cet extra live, contactez-les. Exactement. Donc, on attend toujours la réponse. Et donc voilà. Donc alors que c'est vrai que Xbox ils étaient. C'est bien, ils ont besoin de jeux. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant quand tu vas avec l'Underdog, toi, l'Outsider, toi, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à conquérir, donc ils sont au taquet, quoi. Donc bon, c'est cool. Donc c'est cool pour nous. Et vous avez une date?
Une date, Non, pas non, encore. mais on vise à peu près, tu vois, aller au bout, peut-être, je sais pas, mars, avril. Ok, début 2015, quoi, en gros. Ouais, voilà, tu vois, on y va doucement, tu vois, voilà, on attend de voir un peu ce qu'on vont donner les certifications, tu vois, c'est toujours la crainte quand tu bosses sur une console, quoi, donc on va voir, mais comme voilà, on n'a pas de pression dessus. Parfait. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour Dungeons & Endless, même si c'est un jeu qui fait très mal aux joueurs, visiblement. Mais parfois c'est bon. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.